Seulement 5 personnes dans l'entourage immédiat de l'idole, des ombres fidèles, tapis dans les coulisses de l'Olympia, savaient que ce sourire éclatant et ces costumes pailletés cachaient en réalité une machine de guerre impitoyable. Un pacte de silence scellé par la peur et l'ambition. Derrière l'image d'Épinal du grand frère de la France, celui qui distribuait du bonheur à chaque passage télévisé, se dessinait l'ombre d'un homme qui ne tolérait aucune faiblesse, transformant ses célèbres Claudettes en de simples rouages interchangeables d'une horloge de précision millimétrée. Pourquoi ces jeunes femmes, qui étaient le cœur battant de son spectacle, ont-elles été effacées de sa vie avec une froideur chirurgicale, comme si elles n'avaient jamais existé? Quel secret inavouable liait ce clan de producteurs et de conseillers qui, dans l'ombre, ont orchestré le remplacement systématique de celles qui avaient pourtant tout sacrifié pour lui? Nous allons plonger dans les archives interdites d'un empire bâti sur le talent, mais aussi sur une exigence qui a fini par dévorer ses propres enfants de la scène. Imaginez un instant le contraste saisissant entre le luxe insolent du moulin de Danemois, cette demeure de conte de fées où les billets de banque semblaient couler comme l'eau de la rivière, et la réalité brutale de ces 15 jeunes femmes qui, une fois les projecteurs éteints, se retrouvaient face à un vide abyssal. Claude François, le roi incontesté du disco français des années 1960 et 1970, avait instauré un régime de fer où la moindre erreur de pas, le moindre retard d'une seconde, pouvait signifier une fin de carrière immédiate et sans appel. Alors que la France entière dansait sur les notes de cette année-là, personne ne soupçonnait que les sourires figés sur les visages des Claudettes masquaient des séances de répétition de 12 heures par jour, sous une chaleur étouffante, où les larmes étaient interdites. C'était le prix à payer pour faire partie de la famille. Une famille où le père spirituel était aussi le juge le plus sévère, capable de renvoyer la première vague de ces danseuses en 1970 sans même un regard en arrière. Comment un homme qui prônait la fidélité et les valeurs collectives a-t-il pu laisser derrière lui un sillage de carrière brisée et de cœurs meurtris? Pour la première fois depuis plus de 40 ans, une voix s'élève du passé. Une femme que le public a adorée sans jamais vraiment la connaître. Une ancienne Claudette de la première heure qui a décidé de rompre un silence devenu trop lourd à porter. Elle se souvient de cette nuit de 1970, une date gravée dans sa mémoire comme une cicatrice, où le rêve s'est transformé en un cauchemar de solitude après un simple mot de la part de la direction. Elle raconte avec une émotion contenue comment Claude, ce génie perfectionniste qu'elle vénérait comme un dieu, a soudainement décidé que leur dévouement n'était plus suffisant, préférant la nouveauté à la loyauté. Cette femme, que les journaux de l'époque appelaient la complice de ses plus grands succès, révèle aujourd'hui les coulisses d'un licenciement collectif qui a laissé 15 familles dans le désarroi le plus total, alors que les tubes s'enchaînaient à la radio. Pourquoi cette rupture a-t-elle été si brutale? Et quel rôle ont joué les producteurs, avides de renouvellement, dans cette décision qui semble encore aujourd'hui d'une injustice criante? Le monde voyait en lui un créateur de génie, mais dans l'intimité des bureaux de sa maison de disques, Claude François était entouré de conseillers qui murmuraient à son oreille que les Claudettes étaient devenues trop visibles, trop humaines, peut-être même trop exigeantes. Ces hommes de l'ombre, véritables architectes de sa chute émotionnelle, l'ont convaincu que pour rester au sommet, il fallait savoir couper les branches, même les plus belles, pour laisser place à une nouvelle floraison plus docile. C'est ainsi qu'en 1970, la première équipe de danseuses, celle qui avait inventé avec lui ce style unique, a été jetée dans l'oubli pour être remplacée par de nouveaux visages, de nouveaux corps, de nouvelles promesses de perfection. Le public n'y a vu que du feu, ébloui par les nouvelles chorégraphies, mais dans les coulisses, le poison de la trahison commençait déjà à s'insinuer dans les veines de l'empire Clo-Clo. Qu'est-ce qui a bien pu pousser cet artiste, si proche de son public, à agir avec une telle cruauté envers celles qui étaient ses plus fidèles alliés? Il existait, loin des projecteurs de l'Olympia et de la ferveur des plateaux de télévision, un lieu clos
dont les murs pourraient hurler de douleur si seulement ils pouvaient parler. Un studio de répétition secret, situé dans les sous-sols d'un immeuble parisien, où le véritable Claude François se révélait. C'est là, dans cette atmosphère saturée de sueur et de tension, que l'idole se transformait en un tyran de la précision, exigeant l'impossible de la deuxième génération de Claudette, celle des années 1970. Les voisins de ce studio discret se souviennent encore des lumières qui restaient allumées jusqu'à l'aube et des cris de commandement qui déchiraient le silence de la nuit, témoignant d'une vie double où la star pailletée laissait place à un homme hanté par le spectre de l'échec. Dans ce sanctuaire de la discipline, les danseuses n'étaient plus des femmes, mais des instruments que l'on accordait jusqu'à la rupture, sous l'œil vigilant d'un maître qui ne s'autorisait lui-même aucun repos. Cette quête obsessionnelle de la perfection absolue cachait une faille profonde, une peur panique d'être dépassé par le temps et par la mode, poussant Claude à des extrémités que peu de gens auraient pu imaginer. En 1976, alors qu'il était au faîte de sa gloire, il a de nouveau frappé, dispersant cette deuxième famille de danseuses sous prétexte d'un manque de dévotion, alors qu'elle venait de porter son spectacle sur les plus grandes scènes d'Europe. Le contraste était saisissant entre l'homme qui chantait « Le téléphone pleure » avec une sensibilité à fleur de peau et celui qui, quelques minutes plus tard, pouvait rayer un nom d'une liste de paix sans la moindre hésitation. Pourquoi ce besoin viscéral de tout contrôler, de tout briser pour mieux reconstruire, l'a-t-il conduit à s'isoler de ceux qui l'aimaient le plus sincèrement? Et si cette exigence surhumaine n'était en réalité que le masque d'une immense solitude qui ne parvenait à combler que par le travail acharné et la domination de son entourage? Alors que la troisième vague de Claudette faisait son apparition à la fin des années 1970, le climat était devenu électrique, marqué par des conflits incessants avec des producteurs qui ne comprenaient plus cette valse permanente des effectifs. Claude François semblait s'enfermer dans une tour d'ivoire, refusant catégoriquement de faire revenir celle qui avait fait ses beaux jours, préférant s'entourer de visages interchangeables qui ne pouvaient pas lui rappeler ses propres faiblesses passées. Les rumeurs de l'époque évoquaient des disputes épiques derrière les rideaux de velours, où l'artiste menaçait de tout arrêter si on ne lui obéissait pas au doigt et à l'œil, quitte à sacrifier l'harmonie de son groupe. Mais quel était ce secret que Claude emportait avec lui chaque soir dans sa loge? Ce secret qui l'empêchait de pardonner et de retrouver la chaleur d'une véritable équipe soudée. La réponse se trouve peut-être dans une rencontre fortuite, un événement survenu dans l'ombre des coulisses qui allait changer à jamais sa vision de la loyauté et de la scène. Cette rencontre fortuite n'était que le prélude à une découverte bien plus sombre, celle d'un coffre-fort dissimulé derrière les boiseries dorées de son bureau au moulin de Dannemois, dont le contenu allait remettre en question toute la générosité apparente du chanteur. On y a trouvé des registres méticuleux, écrits de sa propre main, avec une précision d'orfèvre, où chaque sourire et chaque larme des Claudettes étaient convertis en chiffres, révélant une fortune colossale accumulée sur le dos de celle qui ne recevait que des miettes. Alors que le public l'imaginait en mécène bienveillant, distribuant des cadeaux somptueux devant les caméras, ces documents suggéreraient que des millions de francs se seraient évaporés dans les méandres de sociétés écrans, laissant ces danseuses sans aucune protection sociale au moment où elles ont été remerciées. Comment expliquer qu'un homme brassant des sommes astronomiques, capable de dépenser des fortunes pour une simple paire de chaussures sur mesure, ait pu laisser ses plus proches collaboratrices dans une telle précarité financière une fois le rideau tombé? Cette opulence affichée, faite de marbre blanc et de voitures de sport rutilantes, cachait en réalité une gestion comptable d'une froideur absolue, où le moindre centime était compté et où la loyauté n'avait aucune valeur marchande. Si l'on pénètre dans l'intimité de sa demeure, on découvre les prémices d'un système où l'idole se transformait en un nom impitoyable, capable de convoquer ses danseuses en pleine nuit pour une inspection des costumes qui durait jusqu'à l'aube. Les témoins de l'époque racontent avec effroi comment Claude François, obsédé par une propreté presque maladive, exigeait que les tenues de scène soient d'une blancheur immaculée, allant jusqu'à facturer aux Claudettes les frais de blanchisserie sur leur maigre salaire. Cette manie du détail,
que certains prenaient pour du génie, n'était en réalité qu'un outil de pression psychologique destiné à rappeler à ces jeunes femmes qu'elles n'étaient que des accessoires interchangeables dans son immense théâtre de vanité. Les murmures dans les couloirs de sa maison de disques évoquaient une jalousie féroce de la part de l'entourage masculin qui voyait de mauvais œil l'importance grandissante de ces danseuses dans le cœur des Français, et qui encourageait Claude à maintenir cette distance glaciale. Chaque geste de rébellion, même le plus infime, était immédiatement sanctionné par une retenue sur salaire, transformant la scène de l'Olympia en un champ de mine où la moindre erreur de pas pouvait signifier la ruine personnelle. Pourtant, derrière cette façade de contrôle total, se cachait un homme hanté par l'idée que son empire financier puisse se fondrer, le poussant à des économies de bout de chandelle qui frisaient l'absurde pour une star de son envergure. On raconte qu'un soir de 1972, après un concert triomphal où les billets s'étaient arrachés à prix d'or, il a passé 2 heures à vérifier les notes de frais de ses musiciens, refusant de rembourser un simple café pris dans une gare. Cette obsession pour l'argent, loin d'être un simple trait de caractère, était devenue le moteur de ses relations humaines, créant un fossé infranchissable entre lui et ses Claudettes, qui, elles, peinaient parfois à payer leur loyer à la fin du mois. Les archives bancaires de l'époque, si elles parlaient, raconteraient l'histoire d'un homme qui accumulait les richesses comme un rempart contre ses propres angoisses, tout en privant celle qui faisait son succès de la reconnaissance matérielle la plus élémentaire. Pourquoi ce besoin viscéral de posséder toujours plus l'a-t-il conduit à sacrifier le bien-être de sa famille de scène sur l'autel de son enrichissement personnel? Dans les archives poussiéreuses de la préfecture de police et les dossiers secrets des grands médias de l'époque, une liste circulait. Une liste que personne n'aurait dû voir et qui portait un titre laconique. À ne plus inviter. Sur ce papier jauni par le temps, les noms des anciennes Claudettes de la première génération étaient soulignés d'un trait rouge rageur. Une condamnation à l'oubli orchestrée par celui-là même qui les avait portées au nu quelques mois auparavant. Ce n'était pas un simple hasard si, du jour au lendemain, ces visages familiers ont disparu de tous les écrans de télévision et des ondes radiophoniques, victimes d'un boycott invisible, mais d'une efficacité redoutable. Claude François aurait, selon les rumeurs persistantes, utilisé son immense influence pour s'assurer que personne ne donnerait de travail à celles qu'il considérait désormais comme des traîtresses à sa cause. Cette opération de gommage médiatique visait à protéger l'image d'une jeunesse éternelle et d'un renouvellement permanent, au prix de l'effacement pur et simple de l'histoire de ces jeunes femmes. Au cœur de cette machination se trouvait un personnage de l'ombre, un producteur aux méthodes expéditives que Claude appelait son exécuteur des hautes œuvres, un homme capable de briser une carrière d'un simple coup de téléphone. Ce complice des mauvais jours, dont le nom faisait trembler les jeunes artistes de l'époque, murmurait à l'oreille de la star que les Claudettes commençaient à prendre trop de place dans le cœur du public, risquant de lui faire de l'ombre. Ensemble, ils ont élaboré une stratégie de remplacement systématique, instaurant un climat de paranoïa où chaque danseuse soupçonnait sa voisine d'être l'espionne du patron. Cette atmosphère délétère, loin de nuire à la performance, semblait au contraire galvaniser Claude, qui se nourrissait de cette tension permanente pour exiger toujours plus de ses troupes. Les rares journalistes qui tentaient d'enquêter sur ces disparitions soudaines se voyaient immédiatement retirer leurs accréditations, tandis que les services de presse de l'idole diffusaient des communiqués laconiques évoquant des départs volontaires pour raisons personnelles. L'incident le plus marquant de cette période de purge survint lors d'un enregistrement télévisé en 1974, où l'une des danseuses les plus populaires fut écartée du plateau quelques minutes seulement avant le direct, sous les yeux médusés de l'équipe technique. Sans aucune explication, elle fut remplacée par une doublure qui ne connaissait même pas la chorégraphie, créant un malaise palpable que les caméras ont tenté de masquer par des jeux de lumière savants. Claude François, imperturbable, a continué son tour de chant comme si de rien n'était, affichant ce sourire carnassier qui était sa marque de fabrique, tandis que dans les coulisses,
on s'empressait de faire disparaître les affaires personnelles de la bannie. Cette démonstration de force brutale servait d'avertissement à toutes les autres. Personne n'était indispensable, et le droit à l'existence médiatique ne tenait qu'à un fil, celui de la volonté du maître. Qui a réellement donné l'ordre final de rayer ces carrières de la carte avec une telle violence symbolique? Et pourquoi Claude François craignait-il autant que ses anciennes protégées puissent un jour reprendre la parole pour raconter leur vérité? Il existait un document, enfermé à double tour dans le coffre personnel de son impresario, que les danseuses appelaient entre elles le pacte des ombres. Un contrat d'une telle rigueur qu'il semblait appartenir à un autre siècle. Ce texte stipulait noir sur blanc que leur corps, leur image et même leur vie privée appartenaient exclusivement à la marque Claude François, interdisant toute grossesse, tout mariage et même tout changement de coiffure sans l'aval écrit du chanteur. Nous avons pu consulter une copie de cet engagement léonin qui prévoyait des amendes records pour le moindre kilo superflu, transformant ces artistes en de véritables propriétés privées, privées de tout libre arbitre au nom de l'esthétique du spectacle. Les clauses de ce contrat étaient si restrictives qu'elles allaient jusqu'à régenter leurs fréquentations amicales, de peur qu'une influence extérieure ne vienne perturber la discipline de fer imposée par le moulin de Danemois. C'était une forme d'éclavage doré, où les paillettes et les projecteurs servaient de chaîne à des jeunes femmes qui avaient vendu leur liberté pour un instant de gloire éphémère. L'exigence de perfection atteignit son paroxysme lors de la préparation du grand spectacle de 1976. Une période où la tension nerveuse de Claude François était à son comble, le rendant plus imprévisible que jamais. Un soir de répétition générale, alors que la fatigue commençait à engourdir les membres des danseuses après 15 heures de travail ininterrompu, l'une d'entre elles se fondra sur la scène, victime d'un épuisement total. Au lieu de porter secours à la jeune femme, Claude François s'approcha de l'eux et, d'une voix glaciale, lui demanda de se relever immédiatement pour ne pas briser le rythme de la musique, sous les regards horrifiés des techniciens présents. Devant l'impossibilité physique de la danseuse à obtempérer, il fit signe à ses gardes du corps de l'évacuer par la porte de service, ordonnant que son nom soit rayé de la liste des participants au spectacle du lendemain. Cet incident, qui fut étouffé par une distribution généreuse de billets de faveur et de promesses de silence, illustre la dérive autoritaire d'un homme qui ne voyait plus l'humain derrière l'artiste. Cette quête d'une harmonie visuelle absolue, où chaque mouvement devait être la copie conforme du précédent, a fini par transformer les Claudettes en des automates dépourvus de toute spontanéité, craignant le moindre faux pas comme une sentence de mort professionnelle. Les contrats étaient renouvelés de mois en mois, maintenant les danseuses dans une insécurité permanente qui les obligeait à une soumission totale, acceptant des conditions de travail que même les syndicats de l'époque n'auraient pu imaginer. Claude François justifiait cette rigueur par le respect dû au public, affirmant que les spectateurs payaient pour voir la perfection et non des faiblesses humaines. Mais cette philosophie cachait un mépris profond pour l'individualité de ses collaboratrices. Chaque nouvelle recrue devait signer ce document infâme, acceptant de devenir une ombre parmi les ombres. Une pièce d'un puzzle géant dont Claude était le seul architecte et le seul bénéficiaire. Jusqu'où un homme peut-il aller pour maintenir l'illusion d'une perfection éternelle? Et quel a été le déclic qui a poussé l'une d'entre elles à vouloir déchirer ce contrat au péril de sa propre sécurité et de sa réputation? Ce n'était pas seulement une question de contrat déchiré ou de rébellion étouffée dans l'œuf, car quelques jours seulement après cet affront qui aurait dû rester secret, une silhouette inhabituelle et menaçante franchit les grilles du moulin de Danemois sous un ciel de plomb. Cet homme, dont l'identité demeure encore aujourd'hui un mystère jalousement gardé par les derniers survivants de l'époque, ne ressemblait en rien aux admirateurs habituels ou aux journalistes en quête de confidence, mais portait sur lui l'aura glaciale des émissaires chargés des missions les plus sombres. Les rares employés de maison qui ont osé témoigner à voix basse racontent que Claude François, d'ordinaire si prompt à commander et à dominer son espace, s'est enfermé avec ce visiteur pendant plus de 3 heures, interdisant à quiconque d'approcher du grand salon.
À la sortie de cet entretien, ceux qui ont croisé le regard de l'idole ont décrit un homme dont le masque de certitude s'était brisé, laissant apparaître une pâleur de cire et des mains tremblantes qu'il tentait désespérément de dissimuler dans les poches de son peignoir en soie. Qu'a bien pu dire ou montrer cet inconnu au roi du disco pour que celui-ci, dès le lendemain, ordonne la destruction immédiate de certains dossiers personnels et change radicalement son attitude envers les Claudettes les plus anciennes. Cette rencontre semblait avoir agi comme un poison lent, distillant une paranoïa nouvelle dans l'esprit déjà tourmenté d'un artiste qui commençait à voir des traîtres derrière chaque rideau de scène et chaque sourire de ses danseuses. Claude François s'enfermait de plus en plus souvent dans son bureau, cherchant frénétiquement des micros cachés dans les prises électriques ou derrière les cadres de ses propres disques d'or, convaincu que son entourage conspirait pour précipiter sa chute. Son producteur de longue date, celui-là même qui avait orchestré le remplacement des premières Claudettes, profita de cette fragilité psychologique pour resserrer son emprise, devenant le seul filtre entre la star et le reste du monde. C'est à cette période que le grand projet de retour sur la scène internationale commença à battre de l'aile, non pas par manque de talent, mais parce que Claude, dévoré par le doute, ne faisait plus confiance à la mécanique qu'il avait lui-même créée. Il se murmure que des documents compromettants, liant la gestion de sa carrière à des réseaux d'influence peu recommandables, auraient été au cœur de cette visite mystérieuse, menaçant de faire exploser le piédestal sur lequel la France l'avait placé. L'homme qui chantait la joie et l'insouciance de la jeunesse se transformait, une fois les portes closes, en un être hanté par le spectre de l'oubli, capable de passer des nuits entières à brûler des correspondances privées dans la cheminée du moulin. Il ne s'agissait plus seulement de perfectionnisme professionnel, mais d'une véritable entreprise de gommage de sa propre vie, comme s'il voulait ne laisser derrière lui qu'une image de papier glacé, dépourvue de toute aspérité humaine. Les Claudettes, témoins involontaires de cette dérive, étaient désormais traitées avec une méfiance confinant à l'hostilité. Claude étant persuadé que l'une d'entre elles avait pu parler à cet étrange visiteur ou, pire encore, lui remettre des preuves de ses excès passés. Cette atmosphère de fin de règne, où chaque mot était pesé et chaque geste surveillé, marquait le début d'un isolement volontaire qui allait bientôt couper l'artiste de ses racines les plus profondes. Qui était réellement cet homme de l'ombre, dont le passage éclair a suffi à faire vaciller l'empire de celui que l'on croyait invincible? Pendant plus de 30 ans, elle est restée dans l'ombre des projecteurs, rangeant les costumes pailletés et essuyant les larmes de celles que le public enviait. Mais aujourd'hui, la lingère personnelle de Claude François a décidé de lever le voile sur ce que les caméras ne montraient jamais. Elle se souvient avec une précision douloureuse de ces instants où, dans le secret des loges, elle devait utiliser des couches épaisses de fond de teint pour masquer non pas des rides, mais les marques physiques d'un épuisement que le chanteur refusait d'admettre. Derrière l'image du séducteur infatigable, elle voyait un homme qui se fondrait littéralement dès que le rideau tombait, soutenu par des assistants qui le portaient jusqu'à son fauteuil comme une poupée désarticulée. Cette femme de confiance, que Claude considérait presque comme un meuble, a vu défiler les Claudettes en pleurs, chassées pour une simple mèche de cheveux mal ajustée, alors que le maître des lieux luttait lui-même contre ses propres démons intérieurs. Elle raconte comment, sous les sourires de façade, se jouait une tragédie de la solitude, où l'âge et la gloire ne servaient qu'à acheter le silence de ceux qui auraient pu crier à l'injustice. Cette témoin privilégiée révèle également un aspect méconnu de la gestion financière de l'idole, affirmant avoir vu des valises de billets changer de main dans les couloirs des théâtres, loin des regards des comptables officiels. Alors que les danseuses devaient quémander des avances pour leurs besoins les plus élémentaires, des sommes astronomiques semblaient s'évaporer dans des circuits dont seul Claude et son cercle le plus restreint connaissaient l'existence. La lingère se rappelle avoir trouvé, dans les poches des costumes de scène, des listes de noms barrés et des montants associés à des services qui n'avaient rien à voir avec la musique ou la danse, suggérant une face cachée bien plus sombre de l'industrie du spectacle de l'époque. Elle décrit un système où la loyauté était une marchandise comme une autre, et où ceux qui servaient l'idole depuis le début
étaient les premiers sacrifiés dès qu'ils commençaient à en savoir trop sur les coulisses de cette immense machinerie. La générosité affichée de Claude François n'était, selon elle, qu'un écran de fumée destiné à maintenir une cour de fidèles prêts à tout pour obtenir une miette de sa fortune et de sa lumière. Le plus troublant dans ce témoignage reste la description de la dégradation des rapports humains au sein de la troupe, où Claude François utilisait la délation comme un outil de gouvernement pour régner sur ses Claudettes. La lingère se souvient de soirées entières où l'artiste forçait ses danseuses à se critiquer mutuellement devant lui, créant des haines tenaces qui empêchaient toute solidarité face à ses exigences de plus en plus déraisonnables. C'était une manière de s'assurer que personne ne s'allierait contre lui, une stratégie de division qui a fini par transformer les coulisses en un champ de bataille émotionnel où la peur avait remplacé la passion. Cette femme, qui a tout vu et tout entendu pendant des décennies, pose aujourd'hui une question qui résonne comme un reproche tardif. Quel était le véritable prix de ce sourire que Claude François offrait chaque soir à son public? Et combien de vies ont été broyées pour que l'éclat des paillettes ne ternisse jamais? Sous le phare épais et les costumes de scène de plus en plus sophistiqués, Claude François dissimulait une réalité médicale que ses producteurs se forçaient de cacher avec une énergie désespérée, craignant que la vérité ne mette fin prématurément à la poule aux œufs d'or. Les médecins de l'époque, tenus par le secret professionnel, mais aussi par des contrats de confidentialité aux clauses dissuasives, savaient que le cœur de l'idole donnait des signes d'épuisement alarmants dès le milieu des années 1970. Pour tenir le rythme infernal des tournées et des enregistrements télévisés, on lui administrait des cocktails de substances dont les effets secondaires commençaient à ravager son système nerveux, provoquant des sautes d'humeur imprévisibles et des malaises que l'on faisait passer pour de simples coups de fatigue. Le public voyait un homme bondissant, débordant d'énergie sur les notes de Magnolia Forever, sans se douter qu'une équipe médicale de secours attendait en permanence dans les coulisses, prête à intervenir au moindre signe de défaillance. Cette course contre la montre, où la santé était sacrifiée sur l'autel de la rentabilité, transformait chaque concert en un pari risqué sur la vie d'un homme qui refusait de s'arrêter. Cette fragilité physique, jalousement gardée secrète, explique en partie pourquoi Claude François était devenu si impitoyable avec ses Claudettes, projetant sur elles sa propre peur de la déchéance et de la faiblesse. Il ne supportait pas de voir chez les autres ce qu'il tentait de nier chez lui-même, exigeant une vigueur surhumaine de la part de ses danseuses alors qu'il luttait parfois pour rester debout pendant les répétitions. Des témoins racontent que lors de sa dernière grande tournée, il devait être placé sous oxygène entre deux chansons, dissimulé derrière un paravent noir, avant de bondir à nouveau vers le micro avec une énergie qui semblait miraculeuse. Cette dualité entre l'image de la vitalité absolue et la réalité d'un corps qui criait grâce créait une tension insupportable pour son entourage, qui vivait dans la crainte constante d'un drame en direct. Les producteurs, conscients que le temps jouait contre eux, poussaient Claude à accepter toujours plus de contrats, l'enfermant dans un engrenage où le repos était synonyme de défaite commerciale et de fin de carrière. Dans un ultime effort pour conquérir le marché international et prouver qu'il était toujours le roi, Claude François s'était lancé dans un projet pharaonique à Londres, ignorant les avertissements de plus en plus pressants de son propre corps. Il voulait montrer au monde entier, et surtout à ses détracteurs, que les Claudettes étaient les meilleures ambassadrices de la culture française, tout en sachant pertinemment que ses forces l'abandonnaient jour après jour. Ce dernier barreau d'honneur, marqué par une exigence de perfection qui frisait la folie, fut le théâtre de scènes déchirantes, où l'artiste, au bord de l'évanouissement, refusait d'annuler la moindre date, quitte à mettre sa vie en péril. Il se murmurait dans les couloirs de la BBC que Claude François n'était plus que l'ombre de lui-même. Un spectre pailleté, soutenu par une volonté de faire et des artifices médicaux de plus en plus lourds. Qui a réellement pris la décision de laisser cet homme continuer à monter sur scène alors que tous les indicateurs étaient au rouge? Et pourquoi l'ambition a-t-elle eu le dernier mot sur la simple humanité? Celui qu'il considérait comme son double, son confident de chaque instant, celui qui veillait sur son sommeil et ses angoisses nocturnes, cachait dans la doublure de sa veste
un petit magnétophone qui enregistrait chaque confidence, chaque faiblesse, chaque accès de rage contre ses danseuses. Cet homme de confiance, que Claude appelait son frère d'armes, avait déjà négocié le prix de ses secrets avec la presse à scandale, attendant simplement que le fruit soit mûr pour trahir celui qui l'avait comblé de richesses. Dans ces enregistrements clandestins, on entend la voix brisée de l'idole, avouant que son mépris apparent pour les Claudettes n'était qu'une façade pour masquer une terreur panique. Celle qu'elle l'abandonne toutes en même temps, le laissant seul face à un public qui ne savait plus séduire sans leur présence électrique. Pourquoi ce proche collaborateur, qui avait partagé les moments les plus intimes de la vie de la star, a-t-il choisi de vendre l'âme de son ami pour quelques liasses de billets, précipitant ainsi la paranoïa finale du chanteur? Cette trahison, dont Claude François pressentait l'ombre sans pouvoir en identifier la source exacte, a fini par empoisonner ses dernières relations avec la troisième génération de Claudette, celle qui l'accompagnait dans cette course folle vers l'international. Persuadé que ses danseuses étaient de mèche avec ceux qui voulaient sa chute, il avait instauré un système de surveillance quasi militaire au sein de sa propre demeure, faisant installer des verrous complexes et interdisant toute communication non supervisée avec l'extérieur. Les jeunes femmes, qui espéraient trouver en lui un mentor, se retrouvaient prisonnières d'un homme qui ne voyait plus en elles que des espionnes potentielles, prêtes à livrer ses secrets médicaux ou financiers aux plus offrants. Le climat au moulin de Danemois était devenu irrespirable, chaque repas se transformant en un interrogatoire où Claude cherchait à déceler une faille, un regard fuyant ou une hésitation qui confirmerait ses soupçons de complot. Pourtant, malgré cette atmosphère de siège, l'idole continuait de projeter une image de bonheur familial devant les objectifs des photographes, mettant en scène une complicité de façade avec ses Claudettes pour rassurer ses millions de fans. Il était devenu un maître dans l'art de la dissimulation, capable de passer d'une crise de nerfs dévastatrice en coulisses à un sourire radieux sous les projecteurs en une fraction de seconde. Mais cette dualité épuisait ses dernières forces, et ceux qui l'observaient de près voyaient bien que le ressort était cassé, que la machine de guerre ne tournait plus que par une inertie désespérée. Ses partenaires, conscients que le scandale de la trahison interne couvait, commençaient déjà à préparer l'après, cherchant à sécuriser les droits et les contrats avant que l'édifice ne s'écroule totalement. Comment un homme aussi intelligent et intuitif a-t-il pu se laisser ainsi encercler par ceux-là même qu'il avait nourris et protégés pendant des décennies? Une petite cassette audio, dissimulée au fond d'une boîte à cigares et portant la mention manuscrite « À détruire après ma disparition », a été retrouvée par un employé bien des années après que le moulin de Danemois soit devenu un sanctuaire. Sur cette bande magnétique à la qualité dégradée, on n'entend pas de musique, mais le souffle court d'un homme qui semble s'adresser à lui-même dans le silence de la nuit, nommant un à un ceux qui l'ont trahi et expliquant pourquoi il n'a jamais pu pardonner à ses Claudettes. Cette preuve accablante, restée cachée pendant plus de 3 décennies, révèle que Claude François avait découvert le double jeu de ses associés et qu'il s'apprêtait à tout révéler, à dissoudre son empire et à partir s'installer définitivement aux États-Unis pour recommencer sa vie à zéro. Pourquoi cette confession ultime, qui aurait pu changer radicalement la perception que nous avons de sa fin de carrière, a-t-elle été soustraite aux yeux du public pendant si longtemps, et qui avait intérêt à ce que ces paroles ne soient jamais entendues? Le contenu de cet enregistrement jette une lumière crue sur les derniers mois de l'artiste, montrant un homme qui se savait condamné par un entourage rapace et qui cherchait désespérément une porte de sortie honorable. Il y exprime un regret poignant concernant le sort réservé aux premières Claudettes, avouant que son intransigeance n'était qu'un bouclier contre sa propre vulnérabilité et qu'il aurait voulu les protéger de la cruauté de l'industrie du disque. Mais ce sursaut de conscience arrivait trop tard, car les contrats étaient déjà signés, les dettes accumulées et les ennemis trop nombreux pour qu'il puisse faire marche arrière sans tout perdre. La cassette s'arrête brusquement sur une phrase inachevée, comme si Claude avait été interrompu par la fatalité, laissant planer un doute éternel
sur ce qu'il s'apprêtait à confier dans ses derniers instants de lucidité. Cette découverte tardive explique peut-être pourquoi certains membres de son cercle rapproché ont tout fait pour racheter les archives personnelles de la star à prix d'or, cherchant à effacer toute trace de cette velléité de révolte contre le système qu'il avait lui-même contribué à bâtir. Les Claudettes de la dernière heure, interrogées bien plus tard, ont confirmé avoir senti que Claude préparait quelque chose de grand, un changement radical qui aurait pu les libérer de leur carcan. Mais ce projet s'est évaporé avec lui dans les brumes de l'histoire. Le mystère de cette cassette perdue reste l'une des clés les plus fascinantes de la psyché de Claude François. Un homme qui, au sommet de sa gloire, se sentait plus seul et plus trahi que le plus humble de ses admirateurs. Est-il possible que la fin de son voyage terrestre n'ait pas été le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'une tension psychologique devenue tout simplement insupportable pour un cœur déjà si fragile? Claude François était un homme dévoré par les signes, un être qui ne franchissait jamais le seuil d'une pièce du pied gauche et qui consultait secrètement une voyante renommée de la rue de la Pompe avant chaque décision majeure de sa carrière. Quelques jours avant que son chemin ne s'arrête brusquement, en mars 1978, cette femme lui avait prédit que son plus grand succès serait aussi son dernier, et qu'un élément lié à l'eau et à la lumière viendrait sceller son destin. On raconte que l'idole, terrifiée par cette prophétie, avait fait retirer tous les miroirs de sa loge et refusait de monter sur scène si un chat noir avait été aperçu près du théâtre, signe d'une angoisse métaphysique que même les applaudissements les plus nourris ne parvenaient plus à apaiser. Pourquoi cet homme, qui semblait maîtriser chaque aspect de sa vie avec une précision chirurgicale, était-il devenu l'esclave de superstitions si sombres? Et quel signe ultime a-t-il cru voir en ce jour fatidique? Cette obsession pour le destin et les forces occultes l'avait conduit à porter en permanence un petit médaillon d'or, un talisman qu'il disait avoir reçu d'un sage en Égypte et qui, selon lui, le protégeait de la jalousie de ses rivaux. Or, le jour où son voyage s'est achevé, ce médaillon était introuvable, disparu de son cou alors qu'il ne le quittait jamais, même pour dormir ou pour prendre son bain. Les rumeurs les plus folles ont circulé dans le tout Paris, certains affirmant que le talisman avait été dérobé par un membre de son entourage pour briser sa protection. D'autres y voyant le signe que sa mission sur Terre était simplement accomplie. Cette dimension mystique de sa personnalité, souvent occultée par son image de chanteur populaire, révèle un homme hanté par l'invisible, cherchant dans les astres et les présages une réponse à son insatiable besoin d'amour et de reconnaissance. Ces Claudettes se souvenaient de séances de spiritisme improvisées dans les chambres d'hôtel lors des tournées, où Claude tentait d'entrer en contact avec l'esprit de son père, cherchant désespérément une approbation qu'il n'avait jamais obtenue de son vivant. Il était convaincu que sa réussite insolente était le fruit d'un pacte secret avec le destin, et que chaque moment de bonheur devait être payé par une souffrance équivalente. Ce qui explique peut-être sa dureté envers lui-même et envers les autres. Les signes de la fin semblaient se multiplier autour de lui. Une ampoule qui éclate sans raison, un costume qui se déchire sur scène, une chanson qui s'arrête brusquement en plein enregistrement. Claude François vivait dans l'attente d'un dénouement qu'il savait inéluctable, transformant ses derniers jours en une tragédie grecque où chaque geste semblait dicté par une volonté supérieure. Avait-il fini par accepter ce sort que les cartes lui avaient annoncé, ou a-t-il lutté jusqu'à la dernière seconde contre l'ombre qui s'approchait de lui? Le rideau est tombé sur l'empire de Claude François avec une brutalité qui a laissé la France entière dans un état de choc profond, marquant la fin d'une époque où l'insouciance et le strass semblaient éternels. En un instant, le moulin de Danemoy, autrefois bouillonnant de vie et de musique, s'est transformé en un mausolée silencieux, tandis que les Claudettes se retrouvaient soudainement orphelines d'un père tyrannique, mais indispensable. La chute fut d'autant plus cruelle
que les dettes colossales accumulées par la star pour maintenir son train de vie fastueux ont rapidement refait surface, entraînant la saisie de ses biens et la dispersion de ses souvenirs aux enchères. Les danseuses, qui n'avaient pour la plupart aucun contrat de travail solide ni protection sociale, ont été les premières victimes de cet effondrement financier, se retrouvant du jour au lendemain sans ressources et sans reconnaissance pour les années de sacrifices passées dans l'ombre de l'idole. Le destin de l'associé qui avait orchestré les trahisons et alimenté la paranoïa de Claude fut tout aussi sombre, bien que moins médiatisé. Après avoir tenté de monnayer les derniers secrets de la star, il s'est retrouvé ostracisé par le milieu du spectacle, qui ne lui a jamais pardonné d'avoir précipité la chute de la poule aux œufs d'or. Il a fini ses jours dans l'anonymat et la solitude, hanté, dit-on, par les enregistrements qu'il avait lui-même réalisés et qu'il n'a jamais réussi à vendre au prix qu'il espérait. Quant aux Claudettes, si certaines ont réussi à se reconvertir avec courage, beaucoup ont porté toute leur vie le poids de cette gloire éphémère, restant à jamais les filles de Clo-Clo, dans le regard d'un public qui ne voyait en elles que des accessoires de scène. La justice n'a jamais vraiment été rendue pour ces femmes qui ont construit le succès d'un homme au prix de leur propre identité, laissant un goût amer de gâchis derrière les paillettes du disco. Aujourd'hui, alors que les chansons de Claude François continuent de faire danser les générations, le mystère de sa relation avec ces danseuses reste une plaie ouverte dans l'histoire de la chanson française. Était-il un génie incompris, poussé à bout par un système impitoyable, ou un manipulateur narcissique qui a sciemment broyé les vies de ceux qui l'aimaient pour nourrir son propre mythe? La vérité se trouve sans doute quelque part entre ces deux extrêmes, dans les zones d'ombre d'un homme qui n'a jamais su trouver la paix intérieure, malgré une réussite matérielle sans précédent. Son héritage est celui d'une perfection de façade qui cachait un abîme de solitude. Un rappel constant que derrière chaque idole se cache un être humain avec ses failles, ses peurs et ses trahisons. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur Claude François et son lien si complexe avec les Claudettes? Pensez-vous qu'il a été la victime de son propre perfectionnisme et d'un entourage rapace, ou qu'il est le seul responsable de la solitude dans laquelle il a terminé son parcours? Est-il possible de séparer l'artiste de génie de l'homme aux méthodes parfois si cruelles envers sa famille de scène? Nous serions curieux de connaître votre avis et de savoir si, dans votre ville ou votre région, le souvenir de Clo-Clo reste aussi vif qu'au premier jour. N'hésitez pas à partager vos témoignages et vos réflexions, car votre mémoire est le plus bel hommage que l'on puisse rendre à ces artistes qui ont marqué nos vies.